Rétrospective. En 2008, année de la crise financière, l'Islande fait faillite. Les Islandais renversent leur gouvernement et veulent poser les fondations d'un nouveau système social à travers une nouvelle constitution. Mais cette fois-ci, pour le peuple, par le peuple et sans la classe politique. L'Islande est un des pays qui a le décrochage le plus spectaculaire. Il va très très bien, et puis d'un coup tout s'effondre puisque la bulle spéculative était infiniment plus grande que le PIB du pays. Donc c'était lié à la dérégulation et c'était lié notamment à des formes de collusion et de connivence entre d'un côté ceux qui étaient censés réguler et de l'autre côté ceux qui bénéficiaient de la dérégulation. Et le pays s'est retrouvé soumis à des exigences extrêmement dures de la part du FMI. Ça a mené à ce qu'on a appelé la révolution des casseroles. Une révolution pacifique islandaise dont on a fort peu entendu parler finalement, en France. Les Islandais, alors l'Islande c'est 320 000 habitants, c'est l'équivalent de la ville de Nice. Il y a eu plusieurs milliers d'Islandais, ce qui du coup représente beaucoup de citoyens. Il y a eu plusieurs milliers d'Islandais qui pendant des mois et des mois et des mois ont fait le siège des différents centres du pouvoir à Reykjavik. Des protestations assez intenses, là la maison du président va être complètement entourée de manifestants qui vont allumer des fumigènes, etc. Jusqu'à pousser en janvier 2009 le gouvernement de centre-droit, parti de l'indépendance, le gouvernement de centre-droit à la démission. Et la société civile ne se contente pas juste de protester, de refuser des choses, mais elle va également initier un mouvement délibératif citoyen, donc en convoquant une assemblée citoyenne avec 900 citoyens tirés au sort et 300 représentants de la société civile. L'idée, voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut pour le futur du pays. Ce qui est intéressant dans le mouvement islandais et puis ensuite dans le mouvement irlandais, c'est que l'initiative vient pas du pouvoir. L'initiative vient de la société civile qui va mettre en place elle-même le dispositif, pas seulement le demander, mais le faire. Et mettre en place le dispositif, montrer que c'est possible, et du coup émettre un espèce de standard délibératif à atteindre, et puis faire une action de lobbying efficace qui fait en sorte que c'est intégré par des partis. Derrière est élue une coalition de gauche sur une promesse. Organiser la réunion d'une assemblée constituante pour changer les règles du jeu politique dans son ensemble. L'Islande, qu'a-t-elle fait au moment de la crise ? Elle a pensé un dispositif constituant dans lequel une assemblée de citoyens tirés au sort a élaboré des projets, a essayé de définir des perspectives qui ont été reprises par un groupe de citoyens ordinaires élus, c'est-à-dire qu'on s'est débarrassé des représentants. Ces citoyens ont consulté sous la forme d'une wiki-constitution le peuple entier qui a annoté cette constitution et cette constitution sera soumise in fine au référendum. Ce mélange de démocratie participative, de débat public approfondi et de démocratie directe qui laisse à chacun la possibilité de peser sur le processus me paraît aller dans le bon sens. En fait, les contextes jouent beaucoup. Et le rapport qu'a l'Islande à sa constitution n'est pas du tout le même rapport que l'Irlande à sa constitution. L'Islande, la constitution islandaise, c'est un copier-coller de l'ancien colonisateur. Donc on a repris le système, puis on a remplacé roi par président. C'était la constitution du Danemark. C'est ça, absolument. Le Danemark, l'Islande était une colonie du Danemark, et donc voilà, on a viré roi du Danemark, on a mis président de l'Islande, mais grosso modo, c'est un copier-coller. Donc il n'y a pas d'attachement historique et contextuel fort à ce texte, qui n'est pas issu d'un processus révolutionnaire, alors que la constitution irlandaise, elle est issue du processus d'indépendance par rapport au Royaume-Uni. Et donc, là, il y a un attachement fort. C'est un texte que les Irlandais ont produit au moment où ils se libéraient des chaînes du colonialisme britannique. Il y a une décision politique assez forte qui a été prise, pas par une assemblée citoyenne, qui a été prise sous pression populaire, on va dire, qui est de ne pas rembourser la dette. Ce qui a fait que l'Islande s'est retrouvée sur la liste des pays terroristes, notamment au Royaume-Uni. Les Islandais refusent de payer à 93%. C'est énorme. Ouais. C'est incroyable. Bien sûr, ouais. Ce qui est assez significatif, c'est quand même qu'on leur a reposé la question, ils ont répondu avec la même fermeté. Ah, donc il y a eu 2 référendums sur cette question. Ouais.
Et le FMI, de façon assez amusante, avait fait une note en disant « Mon Dieu, ça va être l'effondrement total du pays, ils se relèveront jamais puisqu'ils ont brisé cet impératif sacré qui est de rembourser sa dette ». Puis quelques années plus tard, le FMI refait une note en disant « Ah non, l'Islande va très bien, c'est la reprise économique la plus spectaculaire qu'on a pour les pays de cette zone-là ». L'Assemblée citoyenne tirée au sort va, en tout cas, la deuxième, celle qui est officielle, elle va fixer des grandes orientations, c'est ça? Absolument, ouais. What we did was first had a National Assembly with 1,000 randomly selected citizens that got to sit together for one day only in a big sports complex and discuss about the values we wanted in our new constitution. Ils délibèrent pas à 1000 tous ensemble. C'est ça qui est aussi important d'avoir à l'esprit, c'est que c'est à nouveau des petites tables qui vont délibérer. Donc en fait, vous délibérez concrètement, directement avec 6-7 personnes. C'est pas les deux assemblées tirées au sort qui vont faire le travail constituant le plus important. La rédaction, c'est une assemblée élue. Plus de 500 Islandais se portent candidats au nouveau Conseil constitutionnel qui comportera 25 membres, dont Katrín Oddsdóttir, une avocate de 32 ans spécialisée dans les droits de l'homme, et Thorvaldur Gylfason, professeur d'économie à l'université de Reykjavik. Le principe de l'élection était intéressant. Les parlementaires ne pouvaient pas se présenter. Pour se présenter, il suffisait d'avoir le parrainage de 30 citoyens. 523 personnes, des citoyens de la société civile, comme vous, comme moi, des citoyens ordinaires, se présentent. 25 sont élus pour rédiger une nouvelle constitution. 25 élus au final, donc c'est des non-professionnels de la politique, mais c'est pas n'importe qui. Quand vous regardez quels sont ces 25 citoyens, ils appartiennent dans leur immense majorité aux professions intellectuelles supérieures. Des profs de fac, des avocats, des médecins, des réalisateurs, des journalistes, des directeurs de musées, un étudiant en sciences politiques, un paysan. Mais néanmoins, ce sont des citoyens. Et oui. Et eux, ils vont fonder donc l'Assemblée constituante à proprement parler, qui va travailler pendant plusieurs mois. Ils vont se baser sur les processus précédents pour aller de l'avant. Premier acte du Conseil constitutionnel, la création d'un site web, une plateforme ouverte à tous et qui permet au Conseil de se faire aider par le monde entier. Tout va être filmé et retranscrit en direct sur Internet. Et puis, il y aura la possibilité également de participer en proposant ces choses, vos idées, vos propositions également sur Internet. Chaque nouvel article est mis en ligne et soumis à la discussion directement sur le site, sur Twitter ou sur Facebook, accueillant ainsi des suggestions parfois judicieuses. Nous voulions procéder de façon totalement différente, en ouvrant le débat à la population même de Reykjavik, en toute transparence. Et ça s'est révélé extrêmement fécond. Il s'agissait donc d'une constitution issue de la masse. C'était probablement le processus d'élaboration d'une constitution le plus participatif et démocratique jamais vu au monde. Les 25 membres du Conseil ont adopté le projet de constitution à l'unanimité. Il ne fallait négliger l'avis de personne. Leurs travaux durent 2 ans. Ils finissent par tomber d'accord sur un texte. Un texte qui est salué par de nombreux observateurs internationaux comme une excellente constitution. Et vous voyez encore une fois, comment est-ce que ces dispositifs fonctionnent? En l'occurrence, il y avait une armée de profs de droit, donc heureusement que ça fonctionne. Mais néanmoins, ça fonctionne. La chose qui a le plus retenu mon attention, c'est le fait que les citoyens ont décidé que les ressources naturelles de l'Islande ne sauraient être privatisées. C'est absolument interdit. Il y a énormément d'autres points très intéressants. Enfin, de l'avis des spécialistes de constitution, c'est vraiment un bon texte. Octobre 2012, le projet de constitution est soumis au référendum des Islandais. Un taux de participation décevant. 30% si je ne me trompe pas. Mais les Islandais ratifient massivement, votent massivement pour leur nouvelle constitution. Là où ça coince, c'est qu'il faut une ratification parlementaire. Il ne reste plus désormais qu'un vote du Parlement pour acter le vote, la décision des Islandais. Ce vote n'a jamais eu lieu. Les députés ont laissé traîner, et traîner encore, et traîner toujours,
jusqu'aux élections générales d'avril 2013. Le bouleversement électoral a fait que finalement la droite est revenue au pouvoir. Les élections générales remportées par une coalition de droite, Parti de l'Indépendance, Parti du Progrès, opposée à l'idée que des citoyens puissent élaborer une constitution, et qui donc ont suspendu concrètement, sine die, ont suspendu la ratification de cette nouvelle constitution. So this is a symbolic problem that democracy is facing, I think, all over the world. That we have representatives and we have a system, but this system maintains itself. À nouveau, on voit que la classe politique n'est pas toujours partante pour aller jusqu'au bout de l'expérimentation démocratique, on va dire. Donc il y a des petits réflexes oligarchiques et aristocratiques qui restent, même dans un pays comme l'Islande. Et là, vous trouvez quelque chose de très important. Quelque chose que le philosophe français Jacques Rancière appelait la haine de la démocratie, et que l'on examinait ensemble lors de la précédente conférence. Les gouvernants politiques se défient du peuple et voient d'un très mauvais œil que les citoyens entendent participer directement, immédiatement, sans médiation, sur la scène politique. Dans le film de Dataeul sur la démocratie, on a Catherine Hotsdottir qui a fait partie du conseil constitutionnel et Birgitta Jonsdottir qui, elle, est membre du Parti Pirate et donc elles disent que la constitution elle est prête à être appliquée. Il manque juste en fait un gouvernement ou une coalition de plusieurs partis qui accepterait éventuellement de la faire passer. Nous devons entretenir le débat. À mon avis, chaque génération devrait avoir droit au chapitre sur sa propre constitution, avec la possibilité de l'amender. Mot-clé, la justice intergénérationnelle, un concept essentiel dans l'ébauche de constitution qui, avec l'aide du crowdsourcing, favorise l'éclosion d'idées révolutionnaires. Le Parti Pirate espérait, à plusieurs reprises, est arrivé proche de pouvoir remplir les conditions d'exercice du pouvoir pour ensuite pouvoir faire passer les choses, mais c'est pas encore le cas, et à nouveau, voilà, la prospérité économique étant revenue en Islande, c'est plus difficile de se mobiliser quand il y a une bonne prospérité économique. Aujourd'hui, l'économie islandaise explose. 4,2% de croissance attendue en 2015 et un taux de chômage qui a reflué à 3%. De quoi faire pâlir la France et l'Europe. Le maire de Reykjavik, la capitale, enfonce le clou. Selon lui, l'Islande s'en est sortie aussi car malgré la crise, les autorités ont veillé à ce qu'il n'y ait pas trop d'austérité. Au-delà du mécano constitutionnel qu'il y a eu des banquiers qui ont été mis en prison, il y a des responsables politiques qui ont été mis en prison. Le jeudi 5 mars 2015, la Cour supérieure de justice d'Islande a rendu un jugement historique. 4 directeurs de banque ont été condamnés à des peines de détention de 4 à 5 ans et demi, et ceci en raison de manipulations frauduleuses du marché et de malhonnêteté. Ce sont les peines les plus fortes qui aient jamais été prononcées dans la branche économique dans l'histoire judiciaire de l'Islande. La leçon islandaise, c'est sans rapport de force, vous n'arrivez pas à grand-chose. I keep telling people, even if we haven't seen a lot of the changes that we fought for in the wake of the crisis, next time we will have all this work ready, and we are ready. This is the constitution. Mm-hmm. This is a flower called Forget-Me-Not.